Un honneur c'en est un pour la presse et les médias nationaux et internationaux. Et il est grand cet honneur, même très grand tant il est fait par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour l'initiative prise en vue de la présentation de ses vœux de nouvel an aux acteurs de ce secteur. Pour les représentants de la presse et des médias conviés, la cérémonie de ce lundi 12 janvier 2015, la troisième du genre, constitue à n'en point douter une marque de considération à leur endroit. Toute chose qui, selon eux, doit les exhorter à continuer à travailler avec ardeur pour faire face aux nombreux défis. Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons salué à sa juste valeur votre décision historique de subventionner les journaux pendant une période de 6 mois. Avec cet appui, nous avons bon espoir que cette fois, l'accord trouvé avec les patrons de presse sur l'application de la convention collective interprofessionnelle annexe sera respecté. Si 2014 a pris fin sur une bonne note, nous espérons et nous ne doutons pas que 2015 et les années à venir seront encore meilleures. Pour notre part, nous allons poursuivre la structuration, la restructuration et la modernisation de nos entreprises de presse dans le respect de nos engagements vis-à-vis de tous, surtout de nos employés qui vont bénéficier de l'application intégrale de la convention collective des journalistes et de la couverture sociale et médicale. Nous nous engageons aussi à apporter notre pierre à l'édifice de consolidation du processus démocratique et à jouer en toute responsabilité notre rôle afin de conforter un environnement général que nous souhaitons fait d'apaisement et de sérénité. Le président de la République, pour sa part, a d'abord fait observer 1 minute en la mémoire des victimes de l'attaque de Charlie Hebdo. Il a ensuite indiqué qu'il veillerait à ce que la dignité de la presse et des médias soit préservée en Côte d'Ivoire. En évoquant le rôle combien important qui est le leur, il les a encouragés à toujours mieux faire leur travail. L'avenir de la presse dépend surtout de vous, de vos propres efforts, de vos écrits pour la viabilité économique du secteur. Nos concitoyens sont votre audience et il y a une exigence d'information respectueuse de l'éthique et de la déontologie journalistique. Et vous savez, c'est de l'importance de l'exactitude de ces informations que vous livrez et surtout de l'objectivité de vos analyses et de votre professionnalisme que dépend votre crédibilité et la crédibilité de vos journaux. Je voudrais vous féliciter pour les progrès constatés ces dernières années. Pour 2015, cela est encore plus important car c'est l'année de l'élection présidentielle. Et cette année, notre pays, nos journaux, nos journalistes, nos maisons de presse doivent faire la démonstration de leur maturité démocratique. Je voudrais vous inviter à conserver la noblesse de votre profession, à continuer davantage au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale. Je sais que vous êtes en première ligne pour consolider la paix et cette cohésion sociale tant voulue par tous, qui sont la condition nécessaire de l'accélération du développement de notre pays. Au terme de cette rencontre, le président de la République a reçu un présent de la part de ses invités. Il s'agit d'un tableau représentant le 3e pont d'Abidjan, précisément le pont Henri Konan Bédié, récemment livré et qui fait la fierté des Ivoiriens. « 272 cas enregistrés, dont 12 décès dus au choléra. C'est le bilan établi ce lundi 12 janvier 2015 par Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé, depuis l'apparition de la maladie dans le pays en octobre 2014. L'épidémie qui a démarré dans le district sanitaire d'Abidjan s'est très vite répandue dans certaines localités de l'intérieur du pays, notamment à Fresco, Grand Laou et Divo. La réaction des autorités sanitaires ne s'est pas fait attendre. Dès que l'INHP a été averti, aussitôt nous avons déployé toutes nos équipes sur les différents sites et les personnes ont été prises en charge. Nous venons d'avoir juste avant cette conférence de presse le point, donc ça se passe très bien, nous n'avons pas enregistré d'autres décès depuis. Le choléra naît d'un environnement insalubre. Dans les villages, les pompes hydrauliques mal entretenues, la consommation d'eau de puits et de marigots souillés forment le nid de la maladie. Le choléra ou la maladie des mains sales est hautement contagieux. La ministre de la Santé demande aux populations d'adopter des mesures d'hygiène simples mais salutaires.
il faut se laver les mains régulièrement, mais je pense que là, quand même, en Côte d'Ivoire, on a réussi. Avec la maladie à virus Ebola, tout le monde se lave les mains, il faut continuer, aller au savon. Il faut en tout cas avoir un intérieur propre, surtout au niveau des latrines. Il faut vivre dans un environnement propre. Voilà. Donc ce sont les premières recommandations que nous pouvons donner. Et puis très vite, lorsqu'on se rend compte qu'on a une diarrhée, se rentre en milieu hospitalier pour une prise en charge. Ne boire que de l'eau traitée, protéger les aliments contre les mouches, les cafards, les souris sont sur la liste des gestes à adopter pour éviter le choléra. Comment éviter les crises sociales inhérentes au chômage et au sous-emploi des jeunesses africaines dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA? Cette préoccupation est au cœur de la tenue de la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social qui va durer 3 jours. Cette rencontre vise l'implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d'intégration de l'UEMOA à l'examen et l'appréciation de toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union en vue d'appuyer la consolidation du processus et des structures de dialogue social dans les pays membres. Je voudrais me permettre pour ma part, à la faveur de cette cérémonie, de rappeler à l'attention collective le rôle préventif que l'inclusion sociale et socio-professionnelle de nos jeunes jouera dans la stabilité de nos États. Asseoir l'administration du dialogue social sur les leviers de la prise en compte et du traitement précoce des attentes profondes de nos populations nous aidera à construire un environnement propice au développement et à la compétitivité de nos économies. Ernest Diagoun Afouda, président sortant du Conseil du travail et du dialogue social, situe les enjeux de cette rencontre. La particularité de cette 5e Assemblée générale à Abidjan, c'est que, c'est la première fois que l'Assemblée générale est délocalisée. Ce que nous attendons des travaux, c'est d'abord pouvoir mettre en place un nouveau bureau dynamique qui aille au-delà de ce que le bureau sortant que j'ai présidé ait pu faire. La Côte d'Ivoire, qui aborde cette 5e Assemblée générale, aura la lourde tâche d'assurer la présidence du Conseil pour une durée de 4 ans, ce après le Burkina Faso et le Bénin. Des étudiants hors des salles de classe. Ils ont été délogés par un groupe de jeunes se réclamant de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Cela est dû au mécontentement des élèves et des étudiants. Je peux citer la question des cités universitaires qui sont encore fermées. Dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de bibliothèque. Le bac, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, le processus des orientations n'est pas encore achevé. Les étudiants ont compris qu'il fallait prendre leurs responsabilités. Une grève entamée à la grande surprise de certains étudiants et chefs d'établissement. J'étais dans mon bureau, lorsque j'entendais des cris, je suis sorti et je voyais des étudiants qu'on faisait sortir des salles. Et j'étais surpris. C'est là que je les ai interpellés. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, c'est une action de grève qui est en cours. Les étudiants ne doivent pas faire cours actuellement. Nous étions en train de travailler en classe, faire quelques exercices. Et les étudiants sont entrés avec des sifflets et nous demander de sortir. Nous avons demandé pourquoi est-ce que nous devions sortir. Ils ont dit que c'est une grève, donc ils nous ont fait sortir. Ils ont dit comme ça qu'on devait revenir le jeudi au moins. Le constat est clair, les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements supérieurs du district d'Abidjan. L'année 2015 est placée sous le signe de la réalisation de grands chantiers par la municipalité de Bouaké. Plusieurs chantiers ont été présentés aux populations lors du dîner de Nouvel An offert par le maire Djibo Nicolas. Au nombre de ces projets, la réhabilitation de l'abattoir et la construction du marché central de Bouaké. Le marché que toute la population attend. Et aujourd'hui, je suis assuré du démarrage de ce projet en 2015 parce que tout simplement, nous avons trouvé le financement. Ça va dépasser les 10 milliards. Donc cela est bouclé. L'autre projet aussi, qui est l'abattoir, est également bouclé pour un montant de 3,5 milliards. Donc ces deux projets vont commencer.
Et cela va procéder, je dirais, à la grande transformation de la ville. Nous sommes au travail et qu'ils peuvent compter sur nous. Nous allons améliorer leurs conditions de vie dans notre cité. Pendant cette cérémonie de présentation des chantiers au titre de l'année 2015, l'orchestre de la Fraternité ivoirienne, OFI, a marqué son retour à travers une animation de jour de fête. Le mythique groupe musical a permis ainsi aux invités de passer des moments agréables et de souvenirs. C'est l'heure de sortie de classe à Canaan, petite ville à 15 km de Port-au-Prince. La présence de la caméra fait fuir certains enfants et en amuse certains autres. Mais derrière les sourires se cache une triste réalité. Après le séisme dévastateur qui a frappé Port-au-Prince en 2010, le gouvernement et les ONG ont installé en grande pompe Camp Corail pour accueillir les réfugiés. Mais à cause du manque de place, en quelques mois, des centaines de tentes poussent autour du camp. 5 ans après le séisme, Jouvence y vit encore. De nombreux habitants ont été relogés, mais lui doit vivre ici sans eau et électricité, et surtout sans travail. Ici, c'est pas comme à Port-au-Prince où tout se vend et s'achète. Ici, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, donc les gens ne peuvent rien acheter. Aujourd'hui pourtant, les avancées sont réelles. Exemple, ce complexe d'appartements, ouvert en 2013. Pour les autorités, de nombreux progrès ont été accomplis et presque tous les habitants de la capitale vivraient désormais dans des structures permanentes. 5 ans après, la reconstruction pour nous, c'est d'abord nos concitoyens qui vivaient sur les tentes. Tout de suite après le tremblement de terre, ils étaient 1 500 000 et nous en sommes à un peu moins que 70 000. Autre signe de progrès, les chantiers de construction de nouveaux bâtiments gouvernementaux. Mais l'ancien palais présidentiel, lui, reste toujours vide. Pour ce spécialiste d'Haïti, l'aide internationale est loin d'avoir permis à Port-au-Prince de se remettre, malgré les milliards promis. Une partie de l'argent que les gens ont promis de donner n'a jamais été donnée, donc elle n'a jamais vraiment existé. Des sommes importantes ont été dépensées pour des solutions temporaires qui sont arrivées très vite, mais qui n'auraient pas dû rester en place. Il n'y a pas eu d'investissement de long terme dans des infrastructures durables, donc ces infrastructures n'existent pas. En attendant, les habitants de ce camp ont commencé à transformer les lieux en abris semi-permanents, installant eux-mêmes des fondations improvisées, en espérant qu'elles résisteront bien en cas de nouveaux tremblements de terre. C'est ici, dans le camp de la Piste, à Port-au-Prince, que sont logés depuis 5 ans une partie de ceux mutilés par le tremblement de terre de 2010. Jean-Baptiste travaillait dans un magasin au moment du séisme. Sa jambe sera ensevelie par l'éboulement d'un mur et devra être amputée. Aujourd'hui, lui et ses 4 enfants se battent pour survivre. À cause de ma jambe amputée, même si j'aimerais aller travailler, je ne peux pas. Parfois, on me donne de la nourriture pour les enfants, mais parfois, ils passent des journées entières sans manger. Ici, les abris sont en simple contreplaqué, sans eau courante ni électricité. Mais malgré ces conditions précaires, Jean-Baptiste se sent déjà chanceux d'avoir un toit. Je suis content d'avoir une maison, même si je n'ai pas les moyens de vivre. J'ai faim et pour mes enfants et moi, c'est difficile, mais je suis content d'avoir la maison, car si je ne l'avais pas, on vivrait à la rue. Pour l'association Handicap International, cette soudaine augmentation du nombre de handicapés a profondément marqué les populations locales. La population s'est aperçue que ça pouvait arriver à n'importe qui. Le tremblement de terre a touché toutes les couches sociales de la société. Et donc, tout le monde s'est aperçu que très rapidement, un aléa de la vie, un tremblement de terre, un accident de voiture, etc., pouvait rendre quelqu'un handicapé et provoquer le malheur de toute une famille. 5 ans après un séisme qui a fait plus de 300 000 blessés, le pays manque cruellement de personnel soignant et surtout de prothésistes. James suit justement une formation pour venir en aide aux amputés, car s'il a lui-même perdu une jambe dans le tremblement de terre, aujourd'hui il marche sans assistance grâce à une prothèse. Quand
il y a des personnes amputées, soit membre sup, soit membre inf, ou du moins soit quand on aura une déformation au niveau soit de la colonne, soit au niveau des membres inférieurs. Et moi, en tant que victime du séisme, ça me donne le courage de les aider. Et ensuite, ça me remonte aussi à l'esprit. Lors du tremblement de terre, ils étaient seulement une douzaine à être spécialisés dans la pose de prothèses. Mais une fois diplômés, ces étudiants pourraient bien rendre le pays moins dépendant de l'aide extérieure et permettre à Haïti de panser ses plaies.